Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Oula. Il est tout juste 18h30. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. L'innovation et le développement technologique, ce sont des enjeux clés pour la compétitivité des entreprises. Les besoins en formation pour les startups visent à répondre aux besoins du marché du digital et contribuer au développement de l'écosystème du numérique. Nous verrons cela en début de journée. L'infertilité, elle touche près de 15% de la population au Maroc. De plus en plus de couples ont recours aujourd'hui aux techniques de procréation médicalement assistée. Plusieurs centres d'aide à la procréation ont vu le jour. Reportage arabe. Et puis en fin de journal, nous irons à Merzouga, devenu un pôle d'attraction touristique de première importance pour cette région du royaume. On vient de loin pour admirer les levées et les couchers du soleil en se rendant aux dunes de l'Erg Chebi. Ça sera en fin de journal. Message de Sa Majesté le Roi, l'émir de l'État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a reçu aujourd'hui au Diwan émirati à Doha le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Nasser Bourita, qui lui a transmis un message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI portant sur les relations bilatérales et la situation régionale. Lors de cette audience, M. Bourita a transmis à l'émir du Qatar les salutations et la considération de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et ses vœux de santé et de bonheur à l'émir du Qatar et de davantage de progrès, de prospérité au peuple qatari. Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a chargé le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de transmettre ses salutations à son frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et ses vœux de santé et de bonheur au souverain et de davantage de progrès et de développement au peuple marocain frère. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé également un message à Sa Majesté Qaboos Ibn Saïd, sultan d'Oman, un message transmis par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, lors de l'audience que lui a accordée aujourd'hui à Masqat Son Altesse Fahd Ben Mahmoud Al Saïd, vice-premier ministre du Conseil des ministres du Sultanat d'Oman. Lors de cette audience, M. Nasser Bourita a transmis les salutations fraternelles du souverain et ses sincères vœux au sultan Qaboos et au peuple omanais de davantage de progrès et de prospérité. Son Altesse Fahd Ben Mahmoud Al Saïd a chargé M. Bourita de transmettre les salutations et la considération de Sa Majesté Qaboos Ibn Saïd et ses meilleurs vœux fraternels de succès à Sa Majesté le Roi et de davantage de progrès, de prospérité et de gloire au peuple marocain frère. Réunion aujourd'hui du Conseil de gouvernement. Au début des travaux, le chef du gouvernement s'est félicité de la teneur de la feuille de route relative à la formation professionnelle qu'il a qualifiée d'ambitieuse et stratégique, particulièrement le projet des cités des compétences et des centres de formation nouvelle génération qui vise à impulser le secteur de la formation grâce à une vision portée par Sa Majesté le Roi, une stratégie que l'exécutif est appelé à implémenter pour faire de la formation professionnelle un levier du développement tout azimut à travers l'adéquation de la formation aux besoins des entreprises. Le chef du gouvernement, Saadil Othmani, a souligné que le plan d'accélération industrielle a permis la création de plus de 400 000 postes d'emploi depuis son lancement en 2014. Le chef du gouvernement a également souligné que de nombreuses orientations royales ont pu être mises en œuvre. Le Conseil a approuvé 4 projets de décret. Vie parlementaire, la Chambre des représentants tiendra demain une séance plénière consacrée à l'ouverture de la 2e session de la 3e année législative ainsi qu'à l'élection du président de la Chambre. Cette séance plénière est prévue à 16h. L'innovation et le développement technologique sont des enjeux clés pour la compétitivité des entreprises. Les besoins en formation dans le domaine des nouvelles technologies pour les startups visent à répondre aux besoins du marché du digital et contribuer au développement de l'écosystème du numérique. Reportage à Casablanca, Sarah Katir.
Pour entrer de plein pied dans le monde de la digitalisation de l'information, de l'intelligence artificielle et de la mondialisation, les startups marocaines sont appelées à évoluer davantage. La révolution numérique est au cœur des métiers de demain, d'où le besoin croissant à une formation pointue et efficace, telle que voulue par la feuille de route relative à la formation professionnelle. Au niveau de notre fédération APB, nous avons accueilli avec enthousiasme et soulagement cette nouvelle feuille de route parce que nous sommes dans un secteur où il y a une pénurie de main-d'œuvre, où il y a une demande importante au niveau des compétences, que ce soit pour notre secteur en tant que secteur technologie de l'information ou que ce soit pour l'ensemble des secteurs au Maroc, l'industrie, le commerce, les banques, finances, qui en fait, eux, dans le cadre de leur modernisation, ont besoin de compétences au niveau des technologies de l'information. Le digital est devenu une priorité pour ces startups marocaines innovantes et créatives, un contexte qui a vu l'installation de nouveaux emplois dans l'entreprise. On développe des solutions d'équipement urbain intelligent pour aider le switch aux smart cities pour les villes et aussi pour atténuer, réduire le chaos urbain. Alors le fait d'avoir une ville dans chaque région pour booster les compétences et les métiers, ça va nous rendre plus fiers, ça va nous rendre plus flexibles, plus compétents en termes de choix du personnel. Notre start-up en fait tout simplement a vu le jour pour participer à la promotion de l'équité des chances et la valorisation d'individus. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui stipulent que, par exemple, 80% des métiers qu'on a aujourd'hui vont disparaître d'ici 2030. Et donc, ils vont disparaître comment? À cause de la digitalisation. C'est pour ça que nous devons être prêts en termes de mindset, en termes de culture, mais également en termes d'outils digitaux. Et c'est pour ça que je trouve que cette stratégie sera super efficace. Le Maroc offre des potentialités considérables de l'offshoring. Il est la première destination africaine pour ces métiers. Un pool de ressources humaines hautement qualifiées dans le domaine présentera de nouvelles opportunités et perspectives de l'offshoring dans notre pays. L'infertilité, elle touche près de 15% de la population au Maroc. Ce sont près de 800 000 couples confrontés à des difficultés de procréation. Ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à avoir recours aux techniques de procréation médicalement assistées. Plusieurs centres d'aide à la procréation ont vu le jour. Reportage à Rabat, Iman Slaoui sur le commentaire de Nissim Hamdaoui. Cette dame a dû attendre plus de 10 ans pour voir ses chances d'avoir un enfant augmenter. Il aura suffi pour cela de se lancer dans la procréation médicalement assistée. Aujourd'hui, son rêve est exaucé. Ce fut pour moi un long parcours du combattant. J'avais entamé un suivi régulier chez plusieurs spécialistes. La première intervention fut un échec. Après 8 mois, nous nous sommes lancés dans une seconde tentative. Dieu soit loué, après une longue période d'attente, de souffrance et un traitement onéreux, j'ai pu donner naissance à mes jumeaux en bonne santé. Pour aider les couples en difficulté à concevoir un enfant, il existe différentes techniques médicales de procréation assistée. Dans ce laboratoire s'opère la fécondation de l'ovule et la préparation des spermatozoïdes avant de les injecter dans l'utérus. Il y a aussi la technique de fécondation in vitro qui consiste à mettre un ovule et du sperme en contact en dehors du corps de la femme. Cette méthode produit un embryon qui est placé dans l'utérus. Cette technique de procréation médicalement assistée a un coût trop élevé. Nous plaçons d'énormes espoirs en la possibilité de permettre aux patients de bénéficier de couverture médicale et nous avons des promesses de la part de l'Agence nationale de l'assurance maladie dans ce sens. Nous espérons que ce chantier aboutira dans les meilleurs délais car cette couverture va pallier à plusieurs problèmes liés à la procréation. Au Maroc, chaque année, nous effectuons à peu près entre 5 000 et 6 000 tentatives. Selon l'Organisation mondiale de la santé, sur 5,5 millions de Marocains mariés, 15% de couples en âge de procréer rencontrent des difficultés à concevoir un enfant, soit 825 000 personnes souffrant d'infertilité. Le coût élevé de procréation assistée semble dissuader les couples à recourir à ces techniques
qui peut donner des résultats probants au gré de plusieurs tentatives. On passe à présent à l'actualité internationale. Direction tout d'abord l'Algérie. L'armée promet de veiller sur la transition et met en garde la rue contre la poursuite des manifestations anti-régime au lendemain de la nomination contestée comme président par intérim d'Abdelkader Ben Salah. Le général Ahmed Gaïd Salah a haussé le ton. Il a écarté catégoriquement le principe, je cite, d'un vide constitutionnel dans une apparente fin de non-recevoir aux revendications d'un départ du système et la mise sur pied d'institutions ad hoc. Le président algérien par intérim a signé d'ailleurs un décret fixant au 4 juillet l'élection présidentielle dans le pays. Le président soudanais Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 3 décennies, a été destitué par l'armée. Le ministre de la Défense a annoncé la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr du président. Cette annonce fait suite à un mouvement de contestation populaire de plusieurs mois contre le régime de Omar el-Béchir, qui avait pris le pouvoir par un coup d'État en 1989. Les meneurs du mouvement de contestation au Soudan ont rejeté le coup d'État de l'armée qui a destitué le président, remplacé par un conseil militaire de transition et promis de poursuivre les manifestations. Les combats font toujours rage aujourd'hui au sud de la capitale libyenne Tripoli, cible depuis le 4 avril d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Le maréchal espère, avec son armée nationale libyenne, étendre son emprise sur l'ouest de cette région pétrolière du pays. Les troupes du maréchal Haftar tentent d'avancer vers la capitale, notamment sur 2 axes, par le sud et le sud-est. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé un cessez-le-feu. Les combats ont fait 56 morts en une semaine, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et puis en Europe, les dirigeants européens et la première ministre britannique Theresa May se sont mis d'accord sur un report du Brexit pouvant aller jusqu'au 31 octobre 2019. Si l'accord de divorce conclu par Theresa May avec Bruxelles est ratifié par les 2 parties avant cette date, le départ du Royaume-Uni aura lieu le premier jour du mois suivant. En décrochant un nouveau report du Brexit au 31 octobre, Theresa May obtient un sursis pour quitter l'Union européenne sans trop de dégâts, mais risque d'attiser la fureur des membres de son parti qui veulent claquer la porte de l'Europe. Retour chez nous, 841 hectares, c'est la superficie touchée par des feux de forêt en 2018 au Maroc, selon un bilan fourni par le Centre national de gestion des risques climatiques forestiers. Un budget total de 200 millions de dirhams est alloué par le Haut-Commissariat au programme de 2019 de prévention et de lutte contre les incendies de forêt. De nombreuses actions seront adoptées dans le cadre notamment de la stratégie nationale de la protection des forêts contre les incendies par le biais de plans territorialisés avec Tétouan comme zone pilote. Reportage dans la forêt El Haouz, c'est dans la province de Tétouan. Fenna Chakel Alaoui, Abdelhadi Skiwi et le commentaire est de Mounia Marouche. C'est la haute saison de débroussaillage. Chaque année, pendant la saison printanière, ces ouvriers forestiers s'activent à enlever ces arbustes et ces feuilles mortes qui sont potentiellement à l'origine d'un départ de feu. En période de grande chaleur, tout un dispositif est mis en place. Plusieurs actions sont adoptées. Il s'agit entre autres les travaux d'entretien de tranchées par feu, l'aménagement de points d'eau, l'ouverture et la réhabilitation de pistes forestières. Si au cours des 2 dernières décennies, le taux d'incendie par an a augmenté de 17%, celui de la superficie moyenne brûlée a diminué de 13%. Plusieurs actions sont mises en œuvre dans ce sens. Dans le cadre de la stratégie nationale de protection des forêts contre les incendies, un dispositif est mis en place pour l'année 2019 en termes de protection et de surveillance. Il est également question de renforcer les postes vigies pour l'alerte en cas de départ de feu. En 2018, 343 incendies ont été recensés et une superficie totale de 841 hectares touchés. Le Maroc se trouve en bonne position par rapport aux pays du bassin méditerranéen qui enregistrent une moyenne dépassant les 16 hectares par incendie.
Direction plein sud, à présent, nous allons à Merzouga, devenu au fil du temps un pôle d'attraction touristique de première importance pour cette région du royaume. Ces immenses dunes de sable attirent des visiteurs du monde entier. On vient admirer les levées et les couchers du soleil et profiter des vertus thérapeutiques qu'offre le sable chaud des dunes de l'Erg Chebi. Reportage, le stagiaire Mohamed Ashraf Al-Araj, Nourdin Nafei sur le commentaire d'Iman Ablou. Le paysage s'apparente à un décor de cinéma. À Merzouga, la magie des dunes opère. Un désert hospitalier aux horizons infinis, au cœur de ce que les visiteurs qualifient ici de bout de paradis. C'est le cas pour Khadija et Pascal, épris des charmes de cette destination. Mon rêve, ça a été, s'exauce aujourd'hui. Mon rêve, c'est venir visiter Merzouga, le désert, le paradis. Une ambition depuis toujours, c'était découvrir Merzouga, le désert, les portes du désert, le Sahara, et nous y sommes, et il faut avouer que c'est assez exceptionnel, c'est même unique. Ici, les merveilles du désert s'offrent aux visiteurs désireux d'une échappée du côté de Dame Nature. La découverte de ces paysages de rêve se fait à travers des circuits soigneusement organisés par les hôteliers. Nous proposons un programme d'activités adapté au goût et au désir des touristes. Il y a les randonnées pédestres ou à dos de dromadaires, des circuits à bord de quad aussi pour découvrir le beau désert. Une découverte dont le point d'orgue n'est autre que cet admirable coucher du soleil, attraction phare d'une destination qui compte des inconditionnels, toujours plus nombreux. Coup de projecteur à présent sur ces femmes qui ont marqué de façon indélébile l'histoire du sport national, toutes disciplines confondues. Leurs parcours exceptionnels sont mis en avant à l'Institut français de Rabat à travers notamment des portraits. L'exposition est baptisée sportive. Mounia Marouche a assisté au vernissage. Regardez. Fatima El-Fakir, Nawal Moutawakkil, Nzha Bidouane, ces championnes olympiques s'étaient distinguées avec brio à l'international. Elles ont surtout su s'affirmer dans des disciplines sportives dominées par la jante masculine. Voici une exposition qui nous invite à découvrir les événements phares de la pratique du sport féminin. La femme marocaine a été vraiment au rendez-vous de nombreux forums olympiques et forums planétaires. Elle a non seulement été présente, mais elle a marqué sa participation par des médailles, par la pulvérisation de records. Aujourd'hui, on vient de démontrer que la femme marocaine est une femme passionnée, est une femme courageuse, est une femme également qui a sa place dans la société. Pour la femme sportive, le Maroc est une terre d'aventure. À pied, à cheval, en voiture, quels que soient les moyens utilisés, la jante féminine ne manque aucune aventure sportive pour tester ses limites physiques et psychiques. Car le sport est avant tout une force favorisant le bien-être et l'autonomisation sociale. Cette année, le sport au féminin, parce que d'abord les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire du sport, et tous les sports, de l'athlétisme à la boxe, et c'est aussi un clin d'œil à la Coupe du Monde de football féminin qui va se dérouler en France du 7 juin au 7 juillet. Le sport est porteur de valeurs, il est porteur d'éthique, il est porteur aussi de santé, il est porteur d'échanges entre les hommes, entre les femmes, entre les générations. Ces portraits féminins, dont le parcours force le respect, peuvent susciter d'autres vocations et surtout encourager d'autres femmes à s'en inspirer. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula à 20h30. Une excellente soirée. On se retrouve demain vendredi.